Bonsoir amis téléspectateurs, le plaisir est renouvelé lorsque nous vous savons très nombreux à ce rendez-vous du café politique. Le sujet est préoccupant, j'allais dire, car depuis quelques jours, quelques mois, il y a un phénomène nouveau qui s'observe dans notre pays. L'enrôlement de mineurs aux actes de violence pour justifier des positions politiques. Nous l'avons observé à Tchaouro, nous l'avons observé à Parakou, nous l'avons observé à Cotonou. Eh bien, le phénomène reprend à Tchaouro depuis quelques heures. Est-ce que l'éducation que nous donnons à nos enfants, est-ce que la problématique du débat politique devrait nous conduire à amener nos enfants sur les théâtres de violence? La question nous a intéressés et nous avons appelé pour vous un sachant dans le domaine de l'encadrement des enfants, des mineurs, de l'enfance déshéritée. Il ne sera pas avec moi ce soir. Agapit Napoléon Maforican est appelé à d'autres prestations. Et pour ce faire, je vais conduire cette émission avec la participation de mon frère et ami Romuald Onwi. Romuald, bonsoir. Bonsoir Distel Amousso, c'est un plaisir de vous retrouver sur Café Politique. Je pourrais dire que grâce à l'onction de Agapit Maforican, tout à fait, c'est un plaisir de vous retrouver, chers amis téléspectateurs de la fréquence de développement. Vous savez, c'est une question très préoccupante, comme le disait Distel Amousso, et il faut que nous puissions l'évoquer ce soir avec notre invité. Et justement, je voudrais bien vous le présenter. C'est une personne ressource. Vous savez, il saura ou il aura cette opportunité de nous éclairer sur ce sujet. Et il a nom, Léopold Gérard Tossou. Il est ancien directeur du Centre de sauvegarde et de l'enfance et donc de la protection également de l'adolescence. Il est actuellement au ministère de la Justice, donc à l'administration pénitentiaire. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Alors, je vais apporter un petit rectificatif. Direction de l'administration pénitentiaire et de la protection des droits humains. Voilà. Très bien. La première question que je voudrais bien vous poser, existe-t-il au Bénin des cas des enfants en conflit avec la loi? Oui, la situation des enfants en conflit avec la loi est une situation aussi vieille que le monde. Vous avez connu Caïn et Abel dans la Bible. Les enfants en conflit avec la loi ne sont pas l'apanage du Bénin uniquement. Il y en a partout sur ce globe et c'est fort malheureux. Mais constatons-le ainsi, c'est une réalité. Et elle est aussi au Bénin, malheureusement. Voilà. Est-ce que c'est les derniers événements qui nous font révéler ce type ou cette typologie de personnes ou d'enfants en conflit avec la loi, ou ça existait déjà au Bénin, le Bénin en a? Oui, bon, la situation d'enfants en conflit avec la loi, je vous l'ai dit, elle existe, mais c'est la prise en charge qui est la véritable question. Parce que ça peut passer inaperçu. Nous savons que dans nos villages, le cercle est beaucoup plus, comment je vais l'appeler, encadré. Et tout enfant issu d'une famille a le regard de toute la communauté ou bien de toute la collectivité. Mais le phénomène humain prenant son ascendance, il y a des aspects de ce phénomène que nous avons mal assimilé ou mal appréhendé, qui ont fait ressortir beaucoup de travers et entraînant une forme de déviance aussi chez la gente mineure, si vous le voulez. Alors, pour dire quoi plus exactement, aujourd'hui, vous le constatez avec moi que l'un des faits les plus marquants auxquels j'ai été confronté
quand j'ai eu à prendre en main la responsabilité de diriger ce que nous appelons le centre de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, c'est de constater ou bien de toucher du doigt ce que c'est que la famille. Au fait, ces affaires de conflit partent du principe de nos familles qui deviennent aujourd'hui le théâtre de beaucoup de conflits d'abord. Alors vous rencontrez beaucoup de familles, par exemple monoparentales, c'est que soit le père est présent, la mère absente, la mère est présente, le père absent, ou les deux parents concomitamment absents. L'enfant laissé à lui-même devient vraiment un cas social. Et partant de ce principe, il copie peut-être de mauvais exemples, il prend de mauvais plis, et partant de ce principe-là, on touche du doigt que, au fait, l'enfant n'est qu'enfant que lorsque les deux parents sont présents pour assumer son éducation, pour assumer son accompagnement. Mais il peut arriver aussi que tous les parents soient bien présents et que le phénomène survienne, des cas de déviance surviennent. Alors nous touchons ce que nous appelons donc l'éducation. Comment se passe cette éducation aujourd'hui? Comment se passe l'accompagnement parental aujourd'hui? Donc c'est toute une problématique. Alors quand elle est bien assimilée, bien conduite, nous avons des enfants que je pourrais appeler peut-être normaux, des enfants bien conduits, et la société se porte bien. Mais quand un pan de cette éducation n'a pas été bien assuré, alors nous rentrons dans des cas de déviance. Et quand... Monsieur le Potossou, est-ce que vous pouvez nous parler du cadre institutionnel et juridique et de la prise en charge de ce type d'enfants que vous décrivez? Alors, le cadre institutionnel, c'est que d'abord, quand nous parlons de la protection de l'enfant et de l'adolescent, je l'ajoute, c'est que aujourd'hui, les États en ont pris vraiment conscience, et plus particulièrement le Bénin, depuis plus d'une quarantaine d'années d'ailleurs, où tout est mis en œuvre, que ce soit au ministère de la Famille, que ce soit au ministère de la Justice, de la Législation, que ce soit dans nos ministères qui se chargent aussi de l'enseignement, c'est qu'il y a toujours un côté un volet de ces institutions qui s'occupent toujours de tout ce qui touche aux intérêts de l'enfant. Alors, pour notre cas spécifique, quand je parle du ministère de la Justice et de la Législation, c'est que d'abord, quand nous faisons face à ces cas de déviance, il faut un accompagnement. Mais parfois, les gens usent mal des expressions et parlent de prison. Mais dans notre entendement, nous autres, il n'y a pas de prison pour enfants. C'est dans cette perspective que des centres ont été ouverts pour pouvoir accompagner ces enfants, pour les sortir donc, du mauvais chemin, en vue de leur donner la chance de redevenir l'homme auquel cette société rêve. Vous voulez parler d'Agblangandon, d'Aplahoué et de Parakou. Vous êtes très bien informé. Est-ce que ces centres-là sont fonctionnels aujourd'hui? Ah oui, tous ces centres sont fonctionnels. Mais comment ça fonctionne? J'ai parlé tout à l'heure de ce que j'ai appelé l'accompagnement des enfants, la prise en charge éducative des enfants. Mais il n'y a que Agblangandon qui s'occupe réellement de l'internement et de la prise en charge éducative complète pour faire de cet enfant un enfant digne de notre société. Mais il y a aussi ce que nous appelons la prévention. La prévention consiste à ne pas croiser les bras et attendre le phénomène nous tomber sur la tête. Alors, on fait un travail déjà à la base, où il est demandé aux familles de se référer au centre de sauvegarde pour demander une prise en charge éducative des enfants. On passe par le ministre de la Justice qui fait donc, comment dirais-je, qui confie donc l'attribution au centre de sauvegarde. Voilà un peu comment ça se passe. Mais je ne vais pas laisser passer l'autre bras très, comment je vais être dynamique de ce volet qui est aussi les ONG. Donc, il y a certaines organisations confessionnelles et certaines organisations non gouvernementales aussi qui s'occupent de la prise en charge des enfants.
Je ne voudrais pas les citer pour peut-être en oublier. Est-ce qu'au niveau du PAG, le programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon, l'attention a été orientée vers ces catégories d'enfants? Vous ne croyez pas si bien dire. Je ne suis pas venu ici pour une propagande politique, mais je vous dirai vraiment que jamais l'enfance n'a été aussi bien vue. Je le dis et je l'assume. Et quand vous rentrez dans le PAG, aujourd'hui, je me suis encore, comment dirais-je, essayé à y retourner pour voir si je ne suis pas en train de rêver ou de me tromper. Mais vous constatez qu'au premier pilier déjà du PAG, on parle de la justice, de la démocratie. Et ça englobe la prise en charge des enfants. Et je ne trahis aucun secret en vous disant que le chef de l'État lui-même est regardant de la situation aujourd'hui des enfants. Surtout des enfants en conflit avec la loi parce qu'il a donné des instructions. Et il est très ferme là-dessus pour réhabiliter tous les centres et leur donner la valeur qu'elles ont. Parce que nous sommes partis en Europe, on a vu un peu des approches là-bas, que ce soit en Belgique, en France, mais vous voyez que ce sont des volets très sérieux pour ces sociétés-là. Au Sénégal, à côté, vraiment, c'est une référence. Mais il aurait voulu que notre situation aujourd'hui au Bénin soit ramenée à la norme et ils travaillent pour cela. Et je sais que régulièrement, ces instructions passent et nous verrons en quelques années comment le fleuron de l'enfance en difficulté, de l'enfant en conflit avec la loi, sera vraiment redoré. Mais je voudrais aussi en même temps apporter un rectificatif. Ce n'est pas un plaisir d'avoir à nos crochets des enfants en conflit avec la loi. Nous voulons aussi travailler pour enrayer ce visage sombre de l'enfance. Parce que si un jour on pouvait travailler à ce qui n'en existe plus, ce serait vraiment très beau. Mais on n'en est pas encore là. La perfection n'est pas de ce monde, mais on y travaille. Très bien. Malgré les efforts, parce que les efforts qui sont fournis, que ce soit par l'État ou que ce soit les organisations non gouvernementales, est-ce qu'il existe des enfants qui échappent à cette prise en charge, à cette éducation dans la voie normale? Ça. Mais souvent, c'est que les adultes que nous sommes, nous trompons beaucoup sur ce que nous appelons nos enfants. Vous savez, le monde évolue aujourd'hui. Et parfois même, ils ont une intelligence, comment je vais même appeler ça, très anticipatrice. Et moi, pour mon expérience personnelle, mon contact avec ces enfants m'a donné toute autre idée de ce que c'est qu'un enfant. J'ai constaté par exemple au centre de sauvegarde que, au contact de ces enfants, ils sont pour leur majorité, disons même à 99%, des enfants très, très intelligents. Et quand vous rentrez en contact avec eux, vous voyez qu'ils sont très astucieux, qu'ils ont de la science, mais ils utilisent ces sciences-là pour des mauvais faits parce que, ayant été mal accompagnés, pour peu que vous les rameniez sur le bon chemin, vous êtes surpris et émerveillé. Que ce soit en musique, que ce soit dans les études, que ce soit, comment dirais, dans la création, que ce soit même jardinage, élevage, dans le métier. Mais ce sont des enfants qui, pour leur grande majorité, vous émerveillent. Et vous avez un pincement au cœur parce que pour peu qu'on n'ait pas un regard un peu positif sur eux, on les aurait ratés et c'est le pays qui aurait perdu. Dites-moi, Monsieur Le Potossou, aujourd'hui, là, on constate, et ça c'est le fait d'actualité, qu'une partie de ces enfants-là est enrôlée dans la violence politique. Quelle lecture en faites-vous? Vraiment, je suis bien désolé et j'en souffre dans ma chair. J'en souffre dans ma chair parce que nous, adultes, nous avons une très grande responsabilité. Et je viens de le dire tout à l'heure que souvent quand ça arrive, on repose le tort sur l'enfant. Mais c'est une très grave erreur d'appréciation. Et ce qui émerveille sur ce plan-là, c'est déjà le travail colossal qu'abattent les juges des mineurs, qui, en fait, des enfants,
sont beaucoup plus, comment dirais-je, les abordent avec une très grande mansuétude et vous sentez qu'ils comprennent. Ils comprennent, ils sont des gens avertis. Je parle aussi de la police, où on a l'OCPM, l'Office de protection des mineurs. Bon, ça a un peu varié aujourd'hui, et de la protection aussi, de la traite et autres. Mais aujourd'hui, quand on parle de la police, quand ils les rencontrent, on ne les traite pas comme à la gendarmerie ou je ne sais quoi. Bon, c'est un habit d'exploitation, pas de la Aujourd'hui, nous parlons de police Aujourd'hui, c'est républicaine. la police républicaine. La police républicaine, voilà. Elle est bien responsable. Voilà. Vous savez que quand on était tout petit, quand on veut nous faire peur, on dit je vais t'amener à la gendarmerie. C'est en ce sens-là que j'essaie un peu d'appréhender la chose. Mais c'est que il y a tout un code aujourd'hui. Voilà. Il y a tout un code aujourd'hui. Il y a des normes aujourd'hui pour accueillir les enfants, pour leur parler, pour les amener à faire choses. Et vous sentez que de la base jusqu'au sommet, la chaîne est bien huilée aujourd'hui et c'est un travail vraiment parfait. Revenons-en maintenant au fait. Nous venons de parler de ce qui se passe aujourd'hui dans mon pays et j'ai dit que je l'appréhende avec vraiment un grand pincement au cœur, c'est que cela ne nous arrive pas. Parce que c'est dangereux que l'on utilise les enfants pour des faits politiques, pour des choses auxquelles ils n'ont rien à voir. Notamment la violence politique. Voilà, notamment la violence politique parce que, au fait, on les amène sur des théâtres, sur des champs où ils n'ont rien à foutre. Parce que la place de l'enfant, c'est d'abord dans la famille. La place de l'enfant ne se trouve pas dans la rue. La place de l'enfant ne se trouve pas dans les carrières de sable. La place de l'enfant ne se trouve pas dans les marchés. Avez-vous donc l'impression que les enfants sont instrumentalisés, sont utilisés? Pas seulement instrumentalisés, mais abusés. Les enfants sont abusés et c'est presque criminel ce à quoi nous assistons. Parce que, au fait, c'est comme dans une guéguerre entre adultes où on vient faire intervenir l'enfant comme pour arbitrer quelque chose. Ce qui est tout à fait maladroit et malsain. Parce que les enfants n'ont pas leur place là où nous sommes en train de les trouver. On doit faire et agir de sorte que, adultes que nous sommes, nous prenions conscience et que nous puissions comprendre. Parce que quand nous serons en train de régler des conflits entre adultes, les enfants ne seraient plus là. Et quand, sur ces théâtres-là, vous appréhendez ce type d'enfants, ils sont incapables de vous dire ce pourquoi ils sont sur ces théâtres. Donc, ce n'est pas du tout leur place. Et tous ceux qui se donnent à ce vilain jeu-là, je crois qu'ils ont à faire un acte de contrition, à faire une relecture de vie, à prendre conscience et à comprendre que entre adultes, nous avons peut-être, j'utilise mal, des comptes à régler, des problèmes à régler entre nous, mais pas au risque d'aller répercuter les conséquences sur les couches vulnérables. Qu'est-ce qui peut pousser un politique adulte à enrôler des mineurs et adolescents dans la violence politique? Est-ce que nous sommes déjà arrivés dans ce pays à commencer à faire la culture, à faire germer la violence au plan politique? Ce qui se passe est triste. Parce que, pour la simple raison que, vous voyez, le fait politique a plusieurs variantes. Et nous qui sommes adultes devons le comprendre. J'ai vu des gens qui hier étaient de grands ennemis, de grands adversaires, qui se côtoient aujourd'hui et partagent, comment dirais-je, les mêmes visions, les mêmes idéaux. Ce qui est même à saluer et ce qui est souhaitable. On n'a rien contre cela. Mais l'adulte qui assiste, qui hier peut-être était instrumentalisé, utilisé, à des faits vraiment malsains, à des faits malsains plutôt, qui aujourd'hui assiste à la rencontre, à la réconciliation de ces gens, doit se poser des questions et se demander, mais au fait, là je ne me retrouve plus parce que hier on m'avait dit que papa, tu m'avais dit que celui-là était notre ennemi. Celui-là, on ne devait jamais s'entendre avec lui.
Mais vous voici aujourd'hui ensemble, mais là, vous m'embrouillez et vous me menez à une destination que je ne comprends pas. Et l'adulte doit comprendre que ce sont des intérêts. Alors, on doit comprendre que ce sont des intérêts et on doit mettre les enfants hors de ces jeux d'intérêt. Ils n'ont rien à y voir, absolument rien alors. Ils n'ont rien à y voir et nous devons nous départir de ce type de comportement. Mais j'en viens à d'abord accuser les intellectuels que nous sommes. Parce que, au fait, les plus grandes initiatives politiques partent d'abord de la couche intellectuelle. Et nous avons un travail d'éducation à l'endroit de nos pères adultes. Parce que n'étant pas tous matures sur certaines questions, ne comprenant pas souvent aussi certains enjeux et ne sachant peut-être pas que ces germes qu'ils sont en train de semer en ces couches vulnérables, demain pourraient se retourner contre eux-mêmes. Alors partant de ce constat, nous devons tout faire pour, je pourrais même parler d'isoler les enfants et de les mettre vraiment complètement à l'écart de ce type de théâtre. Parce que, au fait, ils n'y ont aucun intérêt et on n'a non plus aucun intérêt à les y induire. Je vais parler d'induction. Très bien. Quand on parle de violence, dans une république comme la nôtre, par exemple, qui détient la légitimité de la violence? Ouais, c'est une question vraiment à double sens. C'est comme quelqu'un qui s'est sadi la fois dernière en disant que personne non plus n'a le monopole de la violence. Humains que nous sommes, nous avons toujours un grain de violence en nous. Il y a un peu du diable en nous, mais un peu aussi du saint en nous. Mais pourquoi sommes-nous, nous autres, humains? Nous sommes humains parce que nous pouvons faire la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et nous devons travailler chaque jour à pouvoir faire de sorte que ce qui est bon domine ce qui est mauvais. Et revenant vraiment à l'enjeu, ou bien aux enjeux du moment, nous n'avons aucun intérêt à pouvoir brandir le monopole de la violence comme un joker. Parce que ça ne profite vraiment à personne. Parce que quand on en vient et que la violence doit répondre à la violence, nous basculons en autre chose. Et les premières victimes, ce sont les enfants, ce sont les femmes. Et partant de ce constat, les enfants ont tout fait d'oublier qu'on les avait induits en erreur et ils deviennent des victimes malheureuses, innocentes, pris dans l'étau, le piège d'un conflit en lequel ils n'ont rien à voir. Qu'est-ce qu'on gagne dans ce pays à commencer à semer les germes de violence en nos enfants? D'abord, rien. On ne gagne rien à semer le germe de la violence. En fait, l'enfant est un être en devenir. Et il prend souvent exemple sur l'adulte. C'est pourquoi nous devons toujours faire très attention en tous les pas que nous posons. Devant les enfants, je vous ai parlé ici du volet de la prévention. Les éducateurs que nous sommes travaillons en milieu fermé et en milieu ouvert. Pourquoi? Nous n'allons pas, je vous ai dit que nous n'allons pas croiser les bras et attendre que le malheur nous tombe sur la tête. C'est pourquoi déjà, dès déjà le départ, on travaille à ce que quand on commence par trouver en un enfant des velléités allant vers des types de déviance, il faudrait très tôt commencer par travailler sur ces enfants-là. Maintenant, pour ce qui revient aux adultes, normalement, dans un pays qui se respecte comme le nôtre, ils devaient être attentifs et suivre comme du lait sur le feu les enfants et orienter leurs instincts vers les choses positives, des choses constructives, parce que quand vous vous y mettez, que vous faites de l'expérience, ces enfants que vous traitez déjà d'enfants délinquants alors qu'ils n'en existent pas, vous vous rendez compte très rapidement qu'ils deviennent vraiment des couches qui vous émerveillent et vous surprennent très positivement. Les enfants
que nous voyons aujourd'hui, qui se donne à ces actes que nous dénonçons avec la dernière rigueur sur ce plateau. Léopold Tossou, dites-nous, est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont de la lucidité? Est-ce qu'ils sont lucides? Non, bon, ils ne sont pas lucides parce qu'ils sont menés, ils sont instrumentalisés, ils sont conduits comme des troupeaux à l'abattoir parce que nul ne sait ce qui pourrait advenir dans ces théâtres d'affrontement où peut-être il pourrait être pris, comment dirais-je, dans l'étau de l'impasse. Dans l'étau de l'impasse. Et là, vraiment... Il s'observe aujourd'hui dans le cas de Tchaourou précisément qu'on les utilise comme bouclier humain face aux forces de sécurité et de défense. Bon, il faut que nous arrêtions. Je ne veux pas dire il faut qu'ils arrêtent, mais il faut que nous arrêtions. Il faut que nous arrêtions parce que, où que nous soyons sur ce territoire, où que nous soyons au Bénin, nous sommes tous concernés. Parce que ce sont nos enfants. Mais quand il est dit déjà que un premier magistrat est issu une fois de Tchaourou, ça veut dire qu'il y a plusieurs chefs d'État en devenir à Tchaourou. Il y a plusieurs magistrats en devenir à Tchaourou. Il y a plusieurs docteurs en devenir à Tchaourou. Et Tchaourou est la pépinière qui peut faire encore rejaillir demain sur le Bénin Nous n'allons pas stigmatiser Tchaourou parce qu'à Parakou, pendant les élections, nous avons observé des jeunes, des adolescents pratiquement, passez-moi l'expression, drogués qui s'en prenaient aux édifices publics et aux personnes. Oui, on ne parlera pas de stigmatisation, c'est vrai, mais quand je parle de Tchaourou, je parle de Guézin. On en a je vu, parle de Guézin, je parle de tout à fait, Fourbouré, je parle de Paubert ou Huawei. C'est-à-dire que je prends un Bénin, le Bénin en miniature, et ce dont je parle doit servir de leçon à nous tous pour pouvoir dire que, comme l'autre, quand je vous parle de vous, je vous parle de moi. Et que nous devons quelque part cesser. Cesser que ce soit à Parakou, que ce soit à Boyiko, n'importe où. Parce que, au fait, quand on commence par montrer ce type de théâtre, d'autres enfants qui regardent peuvent s'en servir comme, ouais, voilà, un facteur ou bien un sujet d'imitation et dire, mais si les autres sont capables de le faire, pourquoi nous aussi, on ne devait pas le faire? Nous en avons vu pendant parfois des temps de grève où certains collègues peut-être utilisaient parfois les enfants à pouvoir faire rejaillir certaines revendications, ou même dans des familles où c'est maman qui utilise l'enfant à agir contre papa, ou papa qui a, comment l'appelle-t-on, utilise l'enfant à agir contre maman, ou bien dit mais cet enfant il est devenu tel ou tel autre cas parce que ça ne se retrouve pas dans moi, ma famille. Non, on doit au fait prendre de la hauteur. Nous sommes dans une situation où nous devons prendre de la hauteur qui que nous soyons, de quelque bord que nous soyons. Mais si j'ai quelque chose à dire à ses parents, n'importe qui rencontre ce type d'enfant-là dans la rue, se donnant à ce type de pratique, ce qui est d'abord primordial et déterminant, c'est de pouvoir les décourager et de leur faire comprendre qu'ils n'ont pas leur place là. Quelle éducation donnons-nous aux enfants lorsque nous les poussons, nous les missionnons d'aller brûler des édifices publics, d'aller saccager, d'aller vandaliser des biens publics ou de personnes, ou de parents, ou d'amis qui n'ont pas les mêmes visions que nous? Quelle éducation donnons-nous à ces enfants? Vraiment, je ne parlerai même pas d'éducation là, mais où menons-nous ces enfants? C'est ce que je dirais. Où est-ce que nous les menons? Parce que l'enfant d'aujourd'hui est l'adulte de demain. Et nous sommes continuellement partants, comme eux, ils sont continuellement devenants. Et partant de ce principe-là, il ne faut même pas donner dans la dentelle. Il faut décourager ce type de comportement. Mais fort malheureusement, c'est que de plus en plus, la famille démissionne. Au fait, tout est là. La famille démissionne aujourd'hui parce que quand vous... Parce que l'éducation doit commencer par la famille. Et l'enfant qui veut sortir devrait d'abord demander de permission à ses parents. On ne se jette pas dans la rue comme on veut. On ne sort pas de la maison comme on veut. Mais si la famille tient,
et que le parent que je suis joue correctement son rôle, il ne devait pas avoir ce type de déviance-là. Et nous avons donc du temps parce que aujourd'hui, bon, j'aurais appris que même des écoles et des centres d'examen ont été vandalisés et brûlés. Si tel était vraiment le cas, mais voilà ces enfants aujourd'hui, un commissariat qui doit servir de protection à la population elle-même se vandalise. Mais l'enfant se retrouvant dans ce cas, même la contrée qui se retrouve dans ce type de théâtre, quelle psychologie, dans quel état psychologique, dans quel état psychique serait l'enfant quand il se retrouve? Parce que ce ne sont vraiment pas tous les enfants qui seraient jetés dans la rue. Il y a toujours des parents qui ont l'œil, la vue, l'attention sur les leurs. Mais même l'enfant à la maison qui n'a rien à y voir ne se sentirait jamais bien. Des personnes, parce que ça, c'est une situation de grand stress. Des enfants peuvent être traumatisés. Très traumatisés. Ah oui, très traumatisés. Et ce n'est même pas... D'abord, ce n'est même pas d'abord facile pour un adulte. Ce n'est d'abord pas facile pour un adulte. Et parler des enfants, c'est que quand ils vont... Ce sont des blessures, ce sont des meurtrissures qui vont porter toute leur vie, que portera toute une génération. Parce que souvent, nous ne nous rendons pas compte des conséquences qui pouvaient rejaillir de certains comportements que nous autres adultes menons ou bien dans certains travers dans lesquels nous engouffrons notre progéniture. Parlant de conséquences, Monsieur le Tossou, est-ce que vous ne pensez pas que cette situation offre un terreau pour l'enrôlement, le recrutement de nos enfants dans le terrorisme international, par exemple? Et pour compléter, Dissel Amoussou, vous savez, le 12 juin de chaque année est consacré à la journée mondiale contre le travail des enfants. Est-ce que le recrutement des enfants comme acteurs de terrorisme, par exemple, ne se trouve pas être un travail qui est interdit, un travail des enfants qui est interdit? Mais ça, je crois même que c'est l'extrême. Je crois même que c'est l'extrême et plaise à Dieu que cela ne nous arrive, que nous ayons peut-être ce penchant à orienter les instincts de notre progéniture vers ce type de déviance, parce que là, on aurait tout perdu. Alors, pour dire quoi? Pour dire à tout parent que nous devons faire très, très attention. Bon, nous travaillons pour la prévention et tout ce que nous sommes en train de faire ici ce soir va aussi dans le sens de la prévention. De l'information, de l'éducation. De l'information et de l'éducation. Et tout parent qui nous écoute en ce moment-ci devrait comprendre que qui que nous soyons, nous n'avons pas intérêt à glisser nos enfants. Parce que quand vous le commencez, après, il vous échappe. Et quand l'enfant vous échappe, pour pouvoir le faire revenir, ça devient vraiment la croix et la bannière, et ça devient très, très difficile. Si je le dis, je sais pourquoi. Parce que quand ces enfants vont vers ce type de déviance, par exemple, qu'on les ramène, par exemple, dans un centre de sauvegarde, tout le premier travail que vous faites, c'est d'abord de le mettre en confiance. Et mettre d'abord l'enfant en confiance, celui qui est déjà habitué à la rue, qui est habitué à ce type de violence ou vandalisme, ce n'est pas facile. Vous devez travailler énormément et c'est ce à quoi les éducateurs s'attellent. Vous le ramenez d'abord en confiance, vous l'écoutez. Et l'écoute de cet enfant-là vous montre que dans certains cas, ce n'est pas souvent les enfants qui ont tort. C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de la responsabilité parentale. Et vous comprenez parfois que les adultes ont fauté et ont été pour beaucoup dans ces travers auxquels les enfants ont été sujets. Et c'est après l'avoir écouté que vous établissez avec lui après ce que nous appelons le projet de vie. Alors, l'écouter et lui demander, mais voilà là où tes défauts, tes failles, tout ce que nous venons de constater t'ont amené. Mais tu sais, tu es un beau garçon, tu es capable de choses très bonnes, tu peux beaucoup évoluer. Mais maintenant, nous, on veut travailler avec toi à te faire redevenir le bel enfant que tu étais à ta naissance, le bel enfant que tu étais autrefois. Et là, vous bâtissez maintenant avec l'enfant ce qu'on appelle son projet de vie. Mais il y a des enfants qui parfois vous échappent. Et c'est là où je viens à votre préoccupation, parce que vous vous exposez parfois à des cas de fugue, parce que l'ancien démon revient vite à l'enfant et parfois il rêve, croyant que, ayant pris déjà de sales plis, croyant que sa place est
dans la rue, dans le marché et partout. Et il devient alors une proie facile au terrorisme. Parce que le terroriste a vu, peut-être ayant passé toute une journée à ne pas trouver à manger, à ne pas avoir trouvé à voler peut-être quelque chose pour sa subsistance. Lorsque vous lui offrez quelque chose, il devient un appât. Rapidement, il se laisse mener et l'enfant étant vulnérable devient l'objet de toutes les autres formes de déviance, d'où le terrorisme qui constitue vraiment le cas extrême. Les enfants soldats, par exemple, et ça, je ne le souhaite pas pour mon pays. Mais au-delà de la responsabilité parentale que vous évoquiez, est-ce qu'il n'y a pas également la responsabilité d'un certain nombre d'acteurs qui poussent les enfants à ces actes? Oui, mais ça, nous venons de le dire. Quand nous évoquons ces cas dont nous venons de parler tout à l'heure, les enfants sont devenus plutôt des objets que l'on manipule. Et quand la situation, on ne la contrôle plus, c'est que tout peut arriver. Et c'est ce à quoi nous assistons, mais je crois que tous, nous avons à travailler pour vite mettre fin à cette saignée-là et décourager les acteurs qui La responsabilité ne devrait pas être sanctionnée? Ah ben, là, ça, vous parlez alors du rôle régalien de l'État. Tout à fait. Le rôle régalien de l'État, c'est pouvoir donc rétablir l'ordre, ramener ce qui n'est pas, ce qui est à l'envers, à l'endroit. Et ceux qui y sont, comment dirais-je, indiqués, connaissent leur travail et le feront et nous donnerons les résultats en temps opportun. En cas d'interpellation, par exemple, de ces enfants, de ces adolescents sur les théâtres de violence, la responsabilité incombe-t-elle à qui? Aux parents ou à ceux qui les ont enrôlés ou aux enfants? Ah, là, bon, je ne suis pas juge des mineurs, mais je sais que le code pénal, le code de procédure pénale existe, le code de l'enfant aussi existe. Depuis quelques années. Ah, bien sûr, il y a un travail formidable qui se fait. Eux seuls ont le secret de leur doctrine et savent exploiter les situations et apporter ce que l'on appelle la thérapie qu'il faut. Mais toujours est-il que quand on rencontre peut-être des enfants sur ce type de théâtre, il y a des organismes qui nous entourent et qui veillent aussi au grain et n'entendent pas voir ce type de choses. Je peux citer en passant par exemple l'UNICEF. Et il y en a beaucoup d'autres, Plan Bénin, ainsi de suite. Donc, alors, qu'est-ce qu'ils font? C'est que, bon, eux, leur travail, c'est de pouvoir d'abord, ce n'est pas la répression, en fait, la question. Aujourd'hui, ce n'est pas la répression de la question, mais c'est la récupération et la mise de l'enfant sur le bon chemin. Et je vous ai dit qu'ils sont suffisamment outillés, suffisamment aguerris et en temps opportun, ils savent ce qu'ils doivent faire. Mais si dans cette exploitation malsaine, il se trouve que des adultes sont derrière, actionnent, et comment dire, instrumentalisent et se donnent à ce vilain jeu, on avisera. Dites-nous, monsieur le Potossou, est-ce qu'il vous arrive quand même, dans tous vos efforts que vous déployez, à récupérer certains enfants, même à des stades avancés de la délinquance? Ah oui, bon, là, c'est une question intéressante. Au fait, le rôle du centre de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, par exemple, c'est de pouvoir ramener sur le bon chemin ces types d'enfants. Nous avons dit que nous avons horreur, par exemple, de l'expression de délinquants ou bien d'enfants bâtards, d'enfants très mal éduqués, tout ça. Nous, chez nous, enfants, on dit que Vikododea. Vignanya Kododea. Puisqu'il n'y a pas de poubelle pour enfants en Afrique. Alors, c'est pour dire quoi? S'il n'y a pas un espoir qui se construit, les centres n'auront pas leur valeur d'être ou bien leur raison d'être. Alors, pour vous dire quoi? Nous, on est arrivé même à avoir dans ce pays des gens qui ont passé l'étape du baccalauréat, qui ont passé l'étape du BTS et qui ont choisi leur propre option. Ça, c'est du vécu, nous ne sommes pas dans la fiction. Mais tous les enfants, à un moment donné, on a constaté que, bon, même quand
ils sont en stade avancé qu'on puisse faire chose. Quand vous les mettez à l'école, j'ai l'expérience de garçons qui, en moins de 4 ans, a franchi toutes les barrières et s'est retrouvé au CM2 et a réussi brillamment au CEPE et se prépare, je crois, bon, après il a changé d'option, il est allé vers l'enseignement technique. Et il y a beaucoup d'autres enfants qui ont passé brillamment le BEPC, mais ce dont je voudrais d'abord vous parler, c'est que dans leur quasi-totalité, ce sont des enfants très intelligents. Mais c'est que leur penchant, leur essai a été mal orienté et c'est tout le problème. Sinon, ils n'ont rien à envier aux autres enfants. Et quand vous les voyez dans leur, comment dirais-je, ingéniosité, vous montrez des choses que réellement, vous les mettez en confiance, ils vous émerveillent toujours. Ça, c'est du vécu, nous ne sommes pas dans la fiction. Il y en a qui réussissent brillamment. Et ça, c'est vécu au Bénin. Ça continue d'être, comment dirais-je, vécu au Bénin. Et aujourd'hui, le ministère de la Justice et de la Législation, le ministère de la Famille, comment dirais-je, et je crois des Affaires sociales, on dit aujourd'hui, ils travaillent en synergie et je puis vous rassurer que ce qui se fait aujourd'hui est très suivi. Le chef de l'État a son œil là-dessus. Le ministre de la Justice de la Législation titille sérieusement les acteurs en contact avec l'enfance et ils font un travail extraordinaire. Quand bien même je ne sois pas là, il ne faudrait pas, comment dirais-je, il faut reconnaître l'effort qui se fait et que ce soit dans la formation des formateurs, dans la formation des éducateurs et que ce soit aussi dans la formation de ceux qui sont en amont, les acteurs de la justice pour l'accompagnement de ces enfants-là. Et dans cette mise en route des enfants sur le droit chemin, lorsque vous faites face, par exemple, à des enfants, excusez du peu, vous n'aimez certainement pas ces mots, mais des enfants irrécupérables, qu'est-ce que vous faites concrètement par la suite? Bon, je voudrais en même temps apporter le rectificatif. Aucun enfant n'est irrécupérable. Aucun enfant, il n'existe pas d'enfant irrécupérable. Mais il peut arriver que des cas vous échappent. Et ça peut arriver. C'est à ce moment que vous assistez à des situations de fugue. Et c'est que quand l'enfant, vous n'appréhendez pas bien le travail à la base, ça part de l'accueil de l'enfant. Et que vous ne réussissez pas à le mettre en confiance, c'est que, rassurez-vous que dès les premiers moments, quand il n'a pas son cœur au centre de sauvegarde, dans un centre d'accompagnement, quel que soit ce que vous ferez, il vous échappera. On ne peut pas, parce que nous sommes sur le plateau, dire que ce travail de prise en charge, d'accompagnement, de suivi, d'éducation se réussit à 100%. Ce n'est pas possible. Malheureusement, il y en a qui vous échappent. Mais la plupart du temps, c'est que vous rencontrez des enfants qui vous émerveillent et pour peu que vous les mettiez en confiance, vous sortez du bon produit et vous-même vous êtes heureux d'avoir servi à quelque chose pour ce pays et d'avoir ramené aussi un enfant prodigue au cocon familial. Est-ce que la prise en charge, c'est juste, par exemple, jusqu'à l'obtention de son baccalauréat et après, qu'est-ce qui s'ensuit? Ou carrément après cela, il y a une adoption d'une unité familiale pour pouvoir continuer. Ou même que la prise en charge ne soit pas forcément par rapport au circuit académique, ou ça pourrait être une formation professionnelle. Oui, dans les centres de sauvegarde, il existait des ateliers. Bon, je ne sais pas aujourd'hui là où on en est, mais autrefois il y avait la soudure, il y avait comment dire, la menuiserie, il y avait le jardinage et le maraîchage. Et il y avait une approche qu'on développait, c'est que, au fait, garder seulement l'enfant en milieu fermé n'est pas toujours la bonne option. Parce que d'un jour à l'autre, il doit retourner toujours dans le monde, dans la famille, et ainsi de suite. Alors, des fois, quand l'enfant fait un bon choix et peut-être qu'il était déjà dans un métier et il vient, on lui redonne la chance de retourner peut-être à ce métier. Mais aujourd'hui, il y a un travail qui se fait et il y a un terme au-delà duquel il ne faut plus continuer à garder l'enfant parce que l'enfant n'a pas sa place
dans les institutions, mais la première place qui est dévolue à l'enfant, c'est d'abord la famille. Mais il existe aussi des cas malheureux de meurtre, ainsi de suite. Et les centres ne sont pas toujours créés juste pour garder les enfants, mais parfois pour les protéger. C'est le mot même, le terme le plus approprié, c'est la protection de l'enfance et de l'adolescence. Donc on les met là pour les mettre hors de la vindicte populaire, de la vendetta, comme on le dit, le temps que peut-être le milieu d'où il est issu change de regard ou oublie un peu ce qui s'est passé. Sinon, quand de but en blanc, vous le ramenez que peut-être c'est enfant auteur de meurtre dans tout ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, et que le lendemain vous y retournez, il peut être sujet à un cas de vendetta, de choses là, et c'est malheureux. Voilà un peu, oui. Et dans ce cas, est-ce qu'il est arrivé, par exemple, après peut-être la prise en charge, que vous avez décidé d'une unité familiale pour l'enfant et que l'enfant refuse de pouvoir rentrer chez lui, par exemple, il est de la famille, oui, peut-être, et il devrait, après, ou Tosso, ou Amosso, pour ne pas faire de la discrimination sur ce plateau. Et donc, après sa prise en charge, il devrait retourner dans la famille. Oui, il décide, non, je ne voudrais plus retourner dans ma famille, mais je voudrais plutôt aller dans telle famille. Est-ce qu'il est arrivé des cas comme ça? Ah oui. Bon, parfois même, moi, j'ai été une fois témoin d'un cas où l'enfant était gardé au centre et un jour, les deux parents étaient venus lui rendre visite. Et il a refusé carrément de rencontrer son père et sa mère. L'enfant a refusé carrément de les rencontrer. On l'y a forcé, peut-être c'était maladroit de notre part, mais l'enfant était gêné tout le temps où les parents étaient en visite. C'est des cas de figure qui peuvent arriver. Parfois aussi, certains juges voudraient orienter les enfants. Avez-vous compris pourquoi l'enfant avait adopté cette attitude? Bon, parce que autrefois, la maison était le théâtre tout le temps de malcompréhension, de prise de tension, de violence. Parfois, parfois il y a des parents, excusez-moi, parfois alcooliques, toxicomanes, et ainsi de suite. Et le milieu familial devient invivable à l'enfant. C'est pourquoi j'ai dit que ce n'est pas toujours évident que le cercle de famille, et comment dirais l'enfant soit responsable de tout ce qui lui arrive. Parfois même le cercle de famille où l'enfant doit se développer ne favorise pas l'épanouissement de l'enfant. Ayant tout essayé, l'enfant un jour il craque et il dit mais bon, maintenant il prend de l'âge et il échappe à tout. Il échappe à tout. Donc, quelle est aujourd'hui la responsabilité des confessions religieuses, même les religions endogènes, face à cette recrudescence de violence que nous observons ça et là dans le pays? Oui, bon, moi je crois que nos confessions religieuses font déjà un travail très grand d'éducation et d'accompagnement de nos populations, mais nous devons encore beaucoup plus leur en demander par ces moments sensibles, parce que nous sommes un peu très croyants, que ce soit et très pacifique et très croyants, que ce soit du côté endogène comme du côté des confessions religieuses. Je crois que tous nous avons un travail à faire, c'est de continuer à parler aux populations et leur demander à leur vis-à-vis, aux acteurs immédiats, de pouvoir se départir de ce type de comportement, parce que, après tout ce que nous faisons ici, c'est d'abord pour l'enfance que nous le faisons. Et si la génération qui nous suit est mal conduite, mal orientée et mal éduquée, c'est que la société même s'écroule. La responsabilité de la chefferie traditionnelle. Oui, la chefferie traditionnelle, quand j'ai dit tout à l'heure que nous sommes un peu très croyants, je n'exclus pas la chefferie traditionnelle. Mais malheureusement, j'ai constaté depuis peu que ces types de chefferies sont aujourd'hui devenus aussi piégés par certains politiques de mauvaise foi.
je le dis, je pèse bien mon mot, parfois piégés par certaines politiques de mauvaise foi. Et la prise de conscience doit commencer par revenir. Et ils doivent comprendre qu'ils ont un rôle très prédominant dans la société parce que la tradition, la chefferie traditionnelle chez nous est pratiquement chose sacrée. Et quand on dit que c'est le chef qui a parlé, c'est le roi qui a parlé, c'est tel dignitaire qui a parlé, c'est tel chef de clan qui a parlé, c'est le chef de telle tribu qui a parlé, c'est comme une parole sortant, émanant du sacré. Et déjà... Il ne devrait plus avoir d'objection. Il ne devait plus avoir d'objection. Et quand nous constatons ce type de choses et que ça prend de la recrudescence, que ça prend de l'ampleur, il y a une part de tort à rejeter sur ces dignitaires. Parce qu'ils ont du travail à faire. Et tant que nous n'arrivons pas à la pacification de nos populations, c'est que leur part de responsabilité reste entière et ils doivent œuvrer à ce que la paix revienne. La responsabilité des politiques, parce que nous avons des partis politiques qui devraient aussi intégrer dans leur ambition au sommet de l'État ou à un certain nombre de niveaux, ils devraient désormais intégrer la culture ou l'éducation civique de leurs militants. Les militants, c'est un citoyen de mon quartier, c'est un citoyen d'un village. Oui, bien sûr. Et là, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous amorçons la descente de cette émission. Le potentiel se continue. Alors, moi, je crois que, quelque part, nos politiques doivent faire très attention. Ils doivent faire très attention parce que on ne s'improvise pas politique. Quand vous prenez ce titre, quand vous l'arrogez, ça, vous prenez ça avec tout son pesant. Et vous devez travailler d'abord dans le sens de l'éducation du peuple. Parce que aujourd'hui, tout ce que nous posons comme acte nous suit. Hier, tu as beau utiliser peut-être les populations à entrer dans la rue, à vandaliser, et ainsi de suite. Mais ne sois pas étonné que le lendemain, on puisse te le montrer pour te dire, mais écoute, hier, voilà ce à quoi tu nous as utilisé. Qu'est-ce que tu nous interdis aujourd'hui? La responsabilité de l'État. Ah, là, la responsabilité de l'État, c'est de travailler à ce que la paix revienne. Et je ne voudrais pas dire que, excusez-moi, l'État doit user de tous les moyens. Mais ce que je constate déjà sur le terrain, c'est que l'ordre républicain appréhende la chose avec beaucoup de professionnalisme. Je voudrais encore les y inviter davantage. Mais c'est qu'il arrive toujours une étape où on ne peut plus vraiment, c'est-à-dire supporter l'insupportable. Mais je ne voudrais pas souhaiter que nous en arrivions là. Alors pour dire quoi? Je crois que de part et d'autre, vous l'avez abordé, les confessions religieuses, les chefferies traditionnelles, les politiques, les éducateurs, enseignants, parents, nous sommes tous interpellés aujourd'hui à pouvoir reprendre la main sur la course juvénile, à reprendre la main sur le voisinage, à reprendre la main sur les vis-à-vis, à reprendre la main beaucoup plus sur l'adolescence parce que ce sont souvent les adolescents qui sont beaucoup plus poussés vers ce type de déviance parce que, étant dans l'âge un peu de la confusion et de la perte de certains repères, les mauvais exemples sont vite captés par eux et ils se laissent entraîner. Et c'est devant vraiment le fait accompli, quand ils se retrouvent vraiment bloqués, qu'ils se rendent compte qu'on les y a mal guidés. Donc tous, je crois que nous sommes interpellés et nous devons travailler à rééduquer ce peuple parce que ce qui se passe est inédit et incompréhensible. Nous devons travailler à les corriger. Et il ne faut plus jamais que des choses comme ça nous arrivent. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous amorçons donc
la descente de cette émission, je l'avais dit tantôt. À présent, et comme à nos habitudes, nous allons offrir à monsieur Leopoldo Torsou, qui est notre invité sur cette émission, Café Politique, sa tasse pour poursuivre, n'est-ce pas, ce débat à la maison et lui demander qu'est-ce qu'il pense de cette émission. Depuis un certain temps... Vous pouvez déballer votre cadeau. Et je suis devenu, si vous le voulez, un parfait auditeur de ETD. Et j'ai constaté que ce plateau est un plateau de la vérité. Sinon, ce plateau et ceux qui l'animent s'essayent de jour en jour à rétablir la vérité. Et quels que soient les événements qui se passent, quand vous faites le tour des médias et que vous y arrivez, vous vous demandez toujours que dit ETD, qu'en pense ETD, mais vous en sortez toujours avec une opinion. Et moi, je crois que les avis peuvent être partagés, mais dans la forte proportion de nos populations, de ceux qui suivent aujourd'hui, je crois quand même qu'un travail parfait d'éducation et d'accompagnement de ce peuple se fait. Et sans parti pris ni jalousie, nous devons nous y accrocher et vous encourager à ne pas faiblir sur ce chemin-là. Une dernière question pour sortir définitivement de cette émission. Vous êtes aussi activiste, web activiste, j'allais dire. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit de votre forum Enjeu Rupture? Ah ben écoutez, quand nous apportons la dénomination Enjeu Rupture à ce forum-là, les gens croient que c'est pour jeter la fleur au pouvoir en place ou bien pour juste, comment dirais-je, être des moutons bêlants derrière, comment dirais-je, le pouvoir en place. Mais il n'en est point question. Ceux qui sont de ce forum ou ceux qui y participent savent très bien que nous sommes le carrefour aujourd'hui du choc entre les idées. Et les idées se choquent vraiment et s'entrechoquent. Sauf que nous n'arrivons jamais à permettre qu'il y ait des dérapages. Nous n'avons pas attendu que, comment dirais-je, l'organe chargé de la répression et de suivi, comment dire, de la criette. Non, je ne voulais même pas encore parler de la criette, mais comment dirais-je, la chose là, sur les médias. La loi sur le numérique arrive avant que nous ne commencions à rester dans la juste proportion des lois de la République. Nous avons un grand travail d'accompagnement et d'éducation. Et étant un forum vraiment à forte proportion d'intellectuels. Nous allons vous demander de passer aux relations publiques. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'était Café Politique. Ce fut un plaisir. Prenez le rendez-vous jeudi prochain.